Faut-il aller sur Novo Nordisk ou autrement, est-ce que le couteau est bien planté sur Novo Nordisk? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de ce spécialiste de la pharmacie danois. Alors, on allait jusqu'à 1000 couronnes danoises depuis division par 3. Ça fait plutôt mal quand même. Là, ça, c'était en juin 2024. Ça allait très très rapidement. Bon, mais ça, c'est quand on est sur un marché en très forte croissance, avec un concurrent qui prend subitement le devant, et donc on perd sa position de leader du marché. Et donc la rentabilité est menacée tout de suite. Donc Novo Nordisk, comme vous connaissez, c'était des médicaments pour les diabétiques qui ont aussi trouvé un usage pour l'obésité. Mais Eli Lilly a trouvé une solution qui marche mieux. Il y a de la concurrence sur le secteur, du coup le PDG a sauté d'ailleurs. Bon, est-ce que c'est fini pour Novo Nordisk? Est-ce qu'il faut l'enterrer? On va aller regarder ça, mais ce qu'il faut voir, c'est que là, on semble quand même être planté depuis quelques jours. Bon, la publication de la semaine dernière a été plutôt mal reçue. Ça ne veut pas dire que le groupe est à jeter. On va regarder. Allez, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé, en médiane, 9%. C'est quand même pas mal, hein, on est quand même sur une large cap alors. Je ne sais plus combien ça fait en dollars, en euros, les couronnes danoises. Mais bon, on est quand même sur vraiment une large cap. On va aller regarder ça, la market cap. Hop, market cap. On peut la mettre normalement en dollars sur l'outil. Et ça va être ici. Hop. Et non. Bon, on va rester comme ça. Alors, on fait des acquisitions en tout cas. Donc 267 milliards de couronnes danoises sur 10 ans. Donc ça vient booster un peu la croissance totale. Mais bon, il y a de la croissance organique aussi sur le dossier, donc c'est plutôt bien. Ce qu'on note, c'est que ça décélère quand même. Ça décélère doucement, mais ça décélère bien. Est-ce que les marges arrivent à suivre dans ces conditions? Hop, taux de marge brute, bon, est très élevé. Bon, ça pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est pas étonnant. On est sur 85% de taux de marge brute. Ce qui est plus intéressant, c'est le taux de marge d'EBITDA. Et la trajectoire est très encourageante, parce que la croissance décélère un petit peu. En revanche, l'efficience opérationnelle continue à monter de façon assez exceptionnelle. 51%, c'est très élevé. Taux de marge nette à 34,5%, très élevé également. Bon, les free cash flow, ils sont un peu impactés, donc on va aller voir pourquoi. Mais depuis, en fait, ils étaient, pendant 3-4 ans, ils étaient bien au-dessus des bénéfices nets. Donc, bon, c'est qualitatif quand même, à nouveau. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est un marché en très forte croissance, mais très concurrentiel. Donc, ça s'effondre dès que la part de marché est remise en question. Et puis après, c'est une entreprise pharmaceutique. Donc, ça vient avec des risques spécifiques. Moi, j'investis pas dans ce secteur parce que c'est trop incertain. Donc, dès qu'on se prend des procès à cause de molécules qui finalement se prennent des effets secondaires, c'est pas exceptionnel. Bon, alors au niveau des free cash flow, des bénéfices nets, c'est à peu près équivalent. Le BFR négatif, de plus en plus d'ailleurs, j'ai l'impression. Ouais, ça s'accélère. Donc, dans la chaîne de valeur, Novo Nordisk pèse de plus en plus dans le rapport de force face à ses clients et à ses fournisseurs. Donc, c'est excellent. C'est excellent. Ça signe une entreprise très qualitative et bien positionnée concurrentiellement aussi. Ensuite, au niveau des dépréciations amortissements face à la dépense à capital, vous avez une accélération de la dépense en capital. Donc là, ça accélère. Ils investissent pour l'avenir. C'est très bien. Il faut voir si ça délivre de la croissance derrière. Il n'y a pas de raison, je pense. Après, alors, je ne suis pas très familier du business model des laboratoires pharmaceutiques. De mémoire, ils investissent massivement en R&D pour essayer de trouver des molécules. Et donc, ça prend des années parce qu'il faut passer tous les essais cliniques, etc. Mais du coup, j'imagine que ça entraîne de cette dépense en capital. Et après, il y a un risque qu'on ne trouve pas de molécules. Donc, ils doivent aussi faire des acquisitions des acquisitions de biotech pour trouver des molécules, pour acheter directement des molécules. Bon, accélération de la dépense en capital. Est-ce qu'il y a des other non-cash items? Il y en a aussi pour 547 milliards de couronnes danoises. En réalité, si vous faites other non-cash items plus dépréciation amortissement, on est au-dessus des capex. Donc ça, c'est la dépense non cash. Du coup, ça fait monter les free cash flow. Bon, il faudrait voir ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il y a des provisions? Typiquement, dans les pharma, il y a des provisions pour litige, pour les risques juridiques. Donc peut-être qu'il y a ça qui est pris en compte. Il faut aller voir un tableau de flux de trésorerie. Bon.
vu qu'on a une équivalence bénéfice net free cash flow, on pourra utiliser le PER pour valoriser l'entreprise si elle est cash net. Sinon, alors si elle est endettée, il faudra utiliser la valeur d'entreprise. On peut utiliser la valeur d'entreprise sur bénéfice, mais je crois que ça n'existe pas ce multiple. Donc si on prend la valeur d'entreprise, ça sera la valeur d'entreprise sur EBITDA. Au niveau de la rentabilité, un rendement des capitaux investis, un médian 62,5, c'est quand même très bon. Bon là, ça chute quelque peu quand même, la rentabilité baisse. Et c'est symptomatique d'une entreprise qui a en tout cas perdu son avantage sur qui a perdu son avantage par rapport à ses suiveurs, hein, donc sur le marché. Donc typiquement, quand on perd une part de la part de marché, la rentabilité baisse. Et là, on le voit. Vraiment, un capital investi à 47,3%, c'est quand même pas mal. Hein. On revient au niveau de... c'est descendre de 2011 quand même. Bon. En revanche, c'est ce qu'on peut dire. Donc ça descend, mais la rentabilité reste énorme. Donc l'entreprise peut continuer à s'autofinancer sans problème. Hein. Et rendre du cash aux actionnaires, bien sûr, une fois qu'elle a puisé ses opportunités d'investissement rentables. Bon, forte rentabilité au niveau de l'endettement. Alors là, ça a monté d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une acquisition? Alors, il n'y a pas la donnée. S'il y a la donnée, pardon. Forte acquisition. Donc, alors ceux qui suivent le dossier, dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'ils ont fait comme acquisition. Mais en tout cas, ça a fait passer le groupe qui était cashnet à endetté. Mais bon, on est à moins de la moitié de l'EBITDA, donc c'est pas un problème. C'est bien hein, de faire des acquisitions, si ça crée de la valeur derrière, il n'y a pas de problème. Et puis cette dette-là, elle va baisser assez rapidement. On voyait que l'EBITDA monte en flèche, monte de plus en plus vite. Donc au final, on est hyper rentable, donc cette dette-là, elle va redescendre sans problème. Bien, au niveau de la rémunération de l'actionnaire, dividende de l'accélération, ça veut aussi dire peut-être que l'entreprise a moins d'opportunités d'investissement et du coup, il préfère rendre du cash aux actionnaires. C'est aussi une entreprise qui rachète structurellement ses actions. Alors, est-ce que ça s'est un peu calmé quand même sur les dernières années? Il faut se rappeler que la boîte était très chèrement valorisée il y a 2 ans. Donc, c'était peut-être pas très rentable de faire des rachats d'actions pour les annuler. Maintenant, je pense que vu que la valo a baissé un petit peu, on va les regarder. Je pense que ça a du sens peut-être de faire des rachats d'actions pour annuler les actions. Au niveau dividende, en tout cas, on est sur... ouais, c'est copieux hein, maintenant le dividende là. 50 milliards sur 1,3 trillion. Bon, bah, ça nous donne quand même un 3,5, peut-être un peu plus, 4%, avec la rachat d'actions en plus. Donc, c'est sympathique au niveau de la rémunération de l'actionnaire. Alors, attention que c'est un peu élevé par rapport au free cash flow. Hein. On est au-delà de 50% là. Hein, donc, méfiance quand même, on doit être à 65-70% des free cash flow. Je pense pas que le dividende va continuer à monter autant, sauf si les free cash flow repartent un peu vers l'avant, puisque là, ils ont l'air de stagner quand même hein, depuis quelques exercices, parce qu'ils font de la dépense en capital aussi. Mais il y a moyen que ça reparte un peu, la trajectoire reprenne une fois qu'ils auront arrêté la dépense en capital. Bon. Donc, au niveau de la rémunération de l'actionnaire, c'est quand même sympathique, hein, ce dossier. Ensuite, on regarde la valorisation. Hop, valeur entreprise sur EBITDA, on a un tout petit peu de dette. On est à un niveau qui n'a pas été vu depuis plus de 10 ans, plus de 20 ans. Non, allez, on est au niveau de 2008. Bon, ça y est, est-ce que Nouveau va faire faillite? Bon, je pense pas quand même. Hein, donc, au niveau des autres multiples, ouais, c'est à peu près la même chose. Hein. Sauf les free cash flow. Les free cash flow sont un peu plus élevés. Bon, on n'a pas de décote sur actifs tangibles, j'imagine. Non, ça, c'est pas des genres de boîtes à avoir les décotes sur actifs tangibles. Il n'y a pas d'actifs tangibles d'ailleurs, puisque c'est de la connaissance biochimique. Bon, ben là, vous avez quand même 50% de décote. Hein. Allez, 40%, 45% de décote. Conclusion du dossier Novo Nordisk. Donc, si vous pouvez investir dans le secteur pharmaceutique, c'est pas mon cas. Et si vous pouvez le faire, vous avez une rémunération d'actionnaire qui est relativement soutenable, qui est intéressante au cours actuel. Vous avez 40% de décote par rapport à l'historique. Vous avez de la croissance qui reste là. Maintenant, évidemment, est-ce que cette croissance, elle va perdurer si on a sur des concurrents qui sont mieux positionnés? Bon, donc d'où peuvent venir les relais de croissance? Est-ce qu'il y a d'autres molécules? Donc ça, c'est plutôt pour les gens qui vont étudier le dossier de manière fondamentale. En tout cas, d'un point de vue quantitatif, il n'y a pas de raison que Novo Nordisk soit valorisé aussi peu cher encore très longtemps. Donc ça se met en watchlist et ça se creuse bien évidemment. Là, c'est qu'une partie du travail, évidemment, c'est que, on va dire,
On regarde les chiffres, mais ça suffit évidemment pas, hein. Après, il faut aller lire les rapports financiers et regarder le pipeline de médicaments, le pipeline de molécules et se faire son propre avis. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!